Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Comme chaque samedi sur Sud Radio, on parle de votre logement. Vous tous qui nous écoutez, vous avez un problème avec votre locataire, votre propriétaire, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On embrasse Sylvain Lévy-Valency qui nous écoute quelque part dans la France. On est avec Bérénice de Villefloriot ce matin. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Votre invité aujourd'hui? Eh bien, c'est Sébastien Cuperfis, le patron de Juno. Juno qui est de l'immobilier de luxe. De l'immobilier de luxe. On va vous faire rêver, chers amis. Vous verrez, on vous amènera un peu partout dans ce pays pour découvrir des propriétés d'exception. On va aussi répondre aux questions de nos auditeurs. Tout à fait, on va parler du délai de préavis quand on quitte son logement en location et de la bonne manière de prévenir son propriétaire. C'était une très bonne question à poser au 0826 300 300. On va parler aussi du chantier du siècle, la rénovation énergétique. Oui, les fraudes, la lutte contre les fraudes s'intensifie. Oui, justement, on vous dira de quoi vous méfier. On terminera par un tour de France, des biens coup de cœur également à acheter un petit peu partout dans le pays. Mais avant ça, les infos de la semaine à retenir, ma chère Bérénice. L'actualité était dense, évidemment, cette semaine. Et vous revenez en particulier sur une information qui vous a marqué. Et oui, aïe aïe aïe, les taux de crédit immobilier remontent. Oui, il remonte. Christian Estrosi, le maire de Nice, part en guerre contre Airbnb et une révolution dans le logement social. Des immeubles sont imprimés en 3D désormais, Jean-Marie. En 3D, ça c'est formidable. On va commencer par la hausse des taux de crédit. Et oui, alors c'est en ce mois d'avril, vous pensiez que c'était le moment d'acheter. Eh bien, sachez qu'après une accalmie en mars, la plupart des barèmes envoyés par les banques sont en hausse et aucune baisse n'a été enregistrée. Donc pour le mois d'avril, selon le courtier Vous Financez. Alors, ces remontées de taux vont de 0,10 à 0,50 points selon les profils, touchant particulièrement les revenus modestes, donc les revenus les moins élevés. Une grande banque nationale a même mis fin à son offre promotionnelle qui était à 2,99 sur 15 ans et 20 ans, revenant à des taux entre 3,20 et 3,50 sur 20 ans. Oui, donc c'est quand même, il fallait le noter. On parle du maire de Nice maintenant, Christian Estrosi. Contre quoi ou contre qui il part en guerre? Alors, il part à la chasse. Donc bientôt, il y a la chasse aux œufs, mais là, c'est la chasse contre les locations touristiques. Oui. Il a déclaré à ce sujet: je ne laisserai pas les Niçois être empêchés de vivre à Nice. Donc c'est la guerre contre les locations touristiques qui commence. Donc il est déterminé. Il a présenté mardi son plan d'attaque contre les locations type Airbnb. Et il y a de quoi. Nice, il faut savoir que c'est la deuxième ville de France après Paris, comptant le plus grand nombre d'annonces de locations meublées touristiques. Il y en a 13 600 sur la baie des Anges, par exemple. Et forcément, ça fait quoi? Ça fait des logements en moins pour les Niçois. Dans certains quartiers comme le Vieux-Nice ou la Promenade des Anglais, jusqu'à 70% des logements touristiques sont détenus par des investisseurs professionnels. Résultat, ces quartiers ont perdu 7% de leurs habitants ces dernières années, alors que la ville a gagné 2% d'habitants global. Oui, j'imagine qu'en plus, en période creuse, il n'y a plus personne. Concrètement, il veut mettre quoi comme mesure en place? Il a sorti l'artillerie lourde. La durée des autorisations provisoires sera réduite de 6 à 3 ans, non renouvelable. La location d'une résidence principale sera limitée à 90 jours par an au lieu de 120 actuellement. Des quotas vont être instaurés dans les 39 quartiers les plus touchés, avec une diminution d'au moins 50% des autorisations. Les loueurs devront également produire un diagnostic de performance énergétique obligatoire et signer une déclaration sur l'honneur du respect du règlement de copropriété. Donc ces mesures devraient entrer en vigueur à l'automne prochain. Vous le savez, grâce à la loi Le Meur, on avait reçu la députée qui a été adoptée en novembre dernier, et les Niçois vont probablement pouvoir retrouver grâce à ça peut-être leur ville et un logement. Mais écoutez, on verra en tout cas si ça marche à Nice, parce que ça intéressera d'autres villes comme Biarritz, pourquoi pas, ou même le centre-ville de Marseille. On termine en quelques mots par une technologie formidable qui peut révolutionner le logement social. Alors oui, Jean-Marie, vous imprimez des petites feuilles. Sachez que l'imprimante peut être 3D et elle peut imprimer des logements sociaux notamment. C'est une première en France. À Besanne, près de Reims, un immeuble de logements sociaux est sorti de terre grâce à une imprimante 3D géante. Donc, pour vous expliquer, un portique amovible de 11 mètres de haut et de 12 mètres de large dépose en fait couche après couche un béton spécial qui forme directement les murs sur le terrain. C'est assez impressionnant. Donc un immeuble de 9 mètres de haut, du rez-de-chaussée au deuxième
deuxième étage avec 12 logements pour 800 mètres carrés habitables au sol. Incroyable. A été construit. Et faut savoir que le projet réunit des compétences internationales avec un architecte français, une entreprise du BTP, Hexagonal, enfin bref, une belle technologie. Belle innovation, en tout cas, à noter en Champagne. On en parlera la semaine prochaine avec votre prochain invité qui est le patron de la Fédération française du bâtiment de mémoire. Merci beaucoup Bérénice Deville-Fleuriot. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Votre invité aujourd'hui vous parle de luxe. Exactement. On va parler Juno, l'immobilier de luxe. L'immobilier de luxe, des propriétés de rêve, c'est dans un instant sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier, comme chaque samedi, jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Bérénice Deville-Fleuriot ce matin. Et son invité, Sébastien Cuperfis, le président de Juno. Bonjour. Bonjour Bérénice. Alors, Juno, c'est une maison qu'on associe souvent à l'élégance parisienne. Vous êtes présent dans plusieurs arrondissements de la capitale, en proche banlieue également, et puis à l'international, à Bruxelles par exemple. Vous êtes spécialisé dans l'immobilier haut de gamme et l'ultra-luxe. Alors, déjà, pour présenter à nos auditeurs, qu'est-ce qu'un bien Juno ? Alors, qu'est-ce qu'un bien Juno ou qu'est-ce qu'un bien de luxe ? C'est vrai que la définition du luxe, c'est compliqué, mais on va dire 30% au-dessus des prix des choses qu'il y a autour. Et après, factuellement, chez nous, chez Juno, on a une activité de luxe où le prix moyen est autour d'1,5 million. Ça va dépendre des quartiers. Et après, on a une activité qu'on appelle d'ultra-luxe. Et là, le prix moyen est autour de 7 millions, 8 millions d'euros. Mais là, on parle vraiment de choses complètement exceptionnelles. Donc, en gros, entre 1,5 million et 7 millions, on est dans du luxe. Et à partir de 7 millions, on est dans de l'ultra-luxe. On fait démarrer l'ultra-luxe à 5 millions. Mais la moyenne des prix, en effet, va être autour de 7,5. D'accord. Alors, on parle beaucoup du marché classique dans cette émission, qui a subi une crise monstrueuse, le logement également. Qu'en est-il du marché du luxe ? Est-ce que le luxe résiste à la crise ? Qu'en est-il des prix dans le luxe, justement, également ? Alors, le marché du luxe, il a une dynamique un peu différente du reste du marché, mais il n'est pas hors sol. Donc, le marché du luxe a connu aussi une crise. Les prix ont baissé d'à peu près 10% entre 2022 et le début d'année. Donc généralement ça se fait dans un tempo un peu différent. Il y a aussi des différences de région, parce qu'évidemment le marché n'est pas le même sur la Côte d'Azur ou à Paris. Ouais. Mais voilà, le luxe, les prix ont baissé, les volumes ont baissé en 2022-2023. Par contre, l'année 2025 est repartie très fort. Tous les indicateurs que l'on a sont extrêmement positifs, avec beaucoup plus de projets qui se font jour. Alors les prix ont baissé, c'est pour les mêmes raisons que dans l'immobilier classique, parce que dans l'immobilier classique, c'est parce que les acheteurs n'avaient pas de crédit, ils n'avaient pas de quoi acheter. Là, j'imagine que pour ces biens, on n'est pas sur le même profil d'acheteurs. Ils étaient aussi impactés par la hausse des taux. Pourquoi les prix ont baissé ? Alors, encore une fois, l'immobilier de luxe n'est pas déconnecté. Donc les gens voient le marché. Et c'est vrai que la plupart de nos clients n'empruntent pas. Enfin, en 2022, on avait une majorité de gens qui n'empruntaient pas. Mais les prix généraux sont quand même impactés par ce qui se passe sur le reste du marché. Et ensuite, quand vous avez des taux d'intérêt qui sont élevés, l'argent que vous pouvez le placer dans des placements à court terme qui vous rapportaient jusqu'à 4%. Donc il y a aussi des arbitrages qui se font. Et ensuite, l'immobilier, c'est de la confiance. Donc dans des moments où le marché est un peu plus ralenti, où il y a des inquiétudes, ça touche aussi le marché du luxe. Alors justement, on parle de vos clients. Qui sont les clients qui achètent des biens de luxe Juno ? Alors, ils sont très majoritairement français, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. On a 85% de clients sur les biens en moyenne autour d'1,5 million. Alors évidemment, on est sur une niche. On est principalement à Paris, dans des beaux quartiers, donc c'est pas du tout représentatif. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont cadres supérieurs, qui viennent de la tech, qui viennent de la finance. Voilà. Et ensuite, quand on passe dans l'ultra luxe, qui est ce taux de marché, on va dire au-dessus de 5 millions, là malheureusement, la proportion s'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir 85% d'étrangers. D'accord. Et il reste le reste en français. Les étrangers étant majoritairement des Américains, maintenant pas mal d'Asiatiques, de Chinois, et aussi une proportion importante de gens du Moyen-Orient.
Et qui préfèrent donc le 7e, vous l'avez dit par exemple Le 7e, le 16e, l'île Saint-Louis. Il y a quelques hotspots comme ça qui sont très recherchés par les clients étrangers. Mais qui vont aussi dans d'autres quartiers un peu plus aventureux pour eux, comme le 9e. Alors ces clients-là, j'imagine qu'ils achètent pour avoir une résidence secondaire. C'est quoi l'objectif d'acheter un bien Les clients, l'immense majorité du marché à Paris est un marché de résidence principale. C'est vraiment l'immense majorité du marché. Après, encore une fois, plus on monte en prix et plus on a une proportion d'étrangers, plus évidemment on va avoir des gens qui ont des résidences secondaires et qui vont y venir quelques semaines dans l'année pour en profiter, mais qui ne sont pas là tout le temps. Donc ça concerne les biens ultra luxe. Exactement. Les biens entre 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est des résidences principales. Exactement. C'est un marché vraiment de résidence principale, Paris. Ça va plaire à Jacques Baudrier, l'adjoint au maire qui est en charge du logement, puisque lui, il part à la guerre. Je me suis entretenu avec lui. Contre il part à la guerre contre les résidences secondaires. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de logements à Paris. Les Parisiens n'arrivent plus à se loger. Bon, c'est pas nouveau, mais ça s'intensifie avec cette crise du logement. Là, on va parler plutôt du marché locatif, puisque vous faites de la location aussi chez Junot. Vous faites de la gestion locative, comme on l'appelle. Donc, les propriétaires vous confient leurs biens. Donc, c'est de la gestion que de biens de prestige également ? C'est plutôt des beaux biens, oui. On gère à peu près 700 millions d'actifs, mais c'est plutôt des jolis appartements, des maisons, des hôtels particuliers. Ça fait combien de logements, combien de biens sur ces 750 millions ? Je vais me poser une colle, je ne sais pas. Il faudrait faire la division. Pour faire la moyenne. J'ai pas le chiffre. Mais en tout cas, si on loue une petite chambre de bonne, on ne peut pas vous la donner en gestion. Si vous êtes client et qu'on s'occupe de vous, si on va le faire. Mais c'est vrai que c'est pas notre cœur de cible. Alors justement, là c'est vrai que l'offre de logements en location diminue à Paris. On constate vraiment une attrition de ce parc locatif. Vous la constatez aussi, vous, de votre côté, sur le terrain ? On la constate et on la prévoit et on la dénonce depuis des années. Parce qu'à Paris, alors donc les mesures qui sont prises en ce moment par M. Estrosi dans le Sud existent déjà à Paris depuis assez longtemps. On a déjà un encadrement des loyers, on a déjà une limitation très forte les possibilités de faire du Airbnb. Et ça n'a évidemment pas empêché le marché d'avoir moins d'offres, puisque en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a trop de contraintes sur les propriétaires, il y a trop de taxation. Et donc, il y a beaucoup de propriétaires qui préfèrent revendre ou qui préfèrent garder, qui préfèrent ne pas louer. Et donc, on se retrouve avec des locataires qui, tout le monde le sait, toute personne qui cherche à louer un appartement à Paris sait que c'est une galère pas possible. Ouais. C'est très compliqué, il faut avoir un très bon dossier. Mais parce qu'on a créé un système dans lequel vous avez une protection aussi très forte des locataires. Oui. Alors c'est super, c'est une super intention, sauf que ce qui se passe, c'est que du coup, les propriétaires ont peur de ne pas récupérer leur appartement et de devoir payer 2 ans d'avocat. Et donc, ils louent qu'à des gens qui ont des super revenus et des super protections. Donc, en réalité, en voulant protéger les plus faibles, on arrive à l'effet exactement inverse. Donc là, on est dans l'extrême. C'est ça que vous êtes en train de dire. On protège peut-être un peu trop. Protéger, c'est bien, mais je crois que cette protection excessive fait que le marché n'est pas fluide et entraîne les effets inverses à ce qui est recherché. Et justement, là, quand vous dites que certains propriétaires enlèvent leurs biens du marché de la location, vous en connaissez. Et qu'est-ce qu'ils font de leur logement, du coup ? Qu'est-ce que deviennent ces logements ? C'est des logements vacants, comme on les appelle ? Ah non, alors, il y en a un certain nombre qui les vendent, parce qu'il y a le sujet du DPE aussi, dont on pourra peut-être parler, parce qu'il y a des contraintes. On a décidé qu'on allait faire porter aux propriétaires particuliers la rénovation énergétique des bâtiments. Or, quand vous voyez le rendement locatif à Paris qui approche du 0% une fois que vous avez tout enlevé, encadrement des loyers, taxation, etc., finalement, vous allez demander à un propriétaire de sortir 10, 20, 30 000 euros, alors qu'il gagne peut-être 4 ou 5 000 euros sur l'année avec son loyer. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, bon, je laisse tomber, je revends ». Et du coup, c'est acheté par des gens en patrimonial qui vont l'acheter pour les enfants, pour les études. D'accord. Mais du coup, ça va être utilisé. Mais ça sort du parc locatif. Ouais. Et donc, ceux qui cherchent à louer et qui ne peuvent pas faire autrement que de louer, eux, ils ont encore une offre en moins. Je tiens à préciser que la mairie de Paris, donc Jacques Baudrier notamment, est plutôt contre cette interdiction liée au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Je le rappelle, c'est que les logements F et G, enfin G pour l'instant, sont interdits à la location depuis janvier. Et c'est vrai qu'à Paris, il y en a énormément, puisque tout ce qui est ancien... C'est le même problème que les zones à faible émission sur les voitures, où on pousse à remplacer ou à rénover en tout cas les véhicules, mais sauf que tout le monde ne peut pas se le permettre. Et puis c'est dramatique. On manque de logements en France, donc on enlève
encore des logements de la location. On ne peut pas se le permettre, voire c'est impossible, parce que dans les immeubles haussmanniens, quand vous êtes au rez-de-chaussée ou au dernier étage, la configuration des lieux fait que vous ne pouvez pas mettre de pompe à chaleur, vous ne pouvez pas faire tout un tas de rénovations thermiques, et donc vous ne pouvez pas changer votre lettrage. Alors, on va parler de Paris. C'est vrai que Paris est de plus en plus difficile à vivre. Hein. Les gens le disent. Ça se vide d'ailleurs de ses habitants. Cette ville se vide de ses habitants. Est-ce que ça se ressent dans votre activité ? Est-ce que aussi vous voyez des changements intramuros de quartiers ? Est-ce qu'il y a des migrations de population ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous constatez ? Il y a toujours des mouvements un peu pendulaires. Par exemple, l'ouest de Paris qui avait été un peu abandonné parce qu'on trouvait que c'était pas assez sympa. Suite au Covid et à l'enfermement, les gens se sont dit finalement dans l'ouest, il y a pas mal d'espaces verts, il y a pas mal de terrasses, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc on a un regain d'intérêt pour le 16e par exemple. Et non, après, j'ai envie de dire quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Vu de Paris, c'est vrai qu'on a l'impression que un certain nombre de choses ne sont pas vraiment dans la progression, la circulation, la propreté, éventuellement la sécurité à certains endroits. Mais vu de l'extérieur, et notamment vu de l'étranger, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes hongkongais ou taïwanais, vous avez l'armée chinoise qui croise au large de chez vous. Les problèmes qu'on a, nous, qui sont existants, mais sont considérés comme étant véniels. Relativisés. Voilà. Paris restera toujours Paris. Voilà. Et par ailleurs, on a une architecture, on a la chance d'avoir Haussmann qui a œuvré et des urbanistes qui ont fait des choses absolument sublimes, et ça changera jamais. Et la Tour Eiffel. Voilà. Et puis c'est des observations qu'on pourrait aussi transposer sur beaucoup de villes en France, comme Bordeaux par exemple, Nice ou encore d'autres. Merci beaucoup. Merci Sébastien Cuperfis, président de Juno. Merci à vous, Bérénice de Villefloriot. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Vous avez posé de nombreuses questions sur le répondeur de Sud Radio. On vous répond dans un instant. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency qu'on embrasse et qui nous écoute, et Bérénice de Villefloriot qui nous accompagne comme chaque samedi jusqu'à 10h. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Et oui, l'immobilier vous concerne autant que vous êtes nombreux chaque semaine à nous laisser vos messages sur le répondeur de Sud Radio. On a une question qui concerne quoi ce matin, Bérénice ? Le délai de préavis quand on quitte son logement en location. Et oui, alors je vous lis le message, c'est Anastasia qui habite à Metz qui nous a écrit, qui nous dit qu'elle envisage de quitter son logement en location en juin. Elle le loue depuis mai dernier sans meubles, elle nous précise, donc on imagine que c'est une location nue. Et elle aimerait savoir combien de temps à l'avance elle doit prévenir son propriétaire et si c'est pareil pour tout le monde en fonction de sa zone géographique, parce qu'elle a entendu que ça pouvait varier. Donc pour y répondre, on accueille notre experte, Sarah Lassire, avocate associée du cabinet MAD Avocat et qui est spécialisée en droit immobilier. Bonjour maître. Bonjour Bérénice. Merci d'être avec nous. Alors vous l'avez entendu, la question de notre auditrice. Est-ce que le délai de préavis change en fonction de la zone géographique, déjà pour commencer ? Alors oui, tout à fait. Il faut savoir que le délai de préavis à respecter dépend de la localisation du logement, mais aussi du type de logement. D'accord. Alors là, c'est une location nue, il n'y a pas de meubles. Et puis, elle est à Metz. Metz, je crois que c'est zone non tendue. Je ne suis pas sûre. Alors oui, le délai de préavis standard, il est de 3 mois. Et en fait, il y a une possibilité de réduction à 1 mois dans certains cas prévus, dont notamment les zones tendues. Et ces zones tendues sont déterminées par décret. Et effectivement, Metz ne fait pas partie de la liste des communes qui font partie des zones tendues. Alors comment on fait pour savoir si on est dans une zone tendue ou pas déjà ? Alors c'est une liste qui est fixée par décret. Et en fait, il y a près de 1000 communes qui sont listées dans ce décret. Et pour être une zone déterminée comme tendue, en fait, c'est les communes où la demande de logement elle est nettement supérieure à l'offre. Il y a un site, c'est sur le site du gouvernement. Je crois. D'accès au logement. Et je crois que c'est sur le site du gouvernement, on peut checker. Une petite recherche Google. Tout à fait, il y a un simulateur et sinon c'est un décret. Il suffit de taper décret zone tendue et c'est actualisé tous les ans. D'accord. Et alors là, donc 3 mois pour qu'Anastasia prévienne son propriétaire. Donc là, il faut se dépêcher. Et comment elle doit le contacter ? Voilà. Est-ce qu'il faut envoyer un mail ? Est-ce qu'il faut absolument un recommandé ? Sachant que là, il n'y a pas de professionnel entre les deux. Il n'y a pas d'intermédiation. Elle est directement en ligne avec son propriétaire. Alors,
je lui déconseille d'adresser un mail parce que dans tous les cas, le congé ne sera pas valable. Le congé, il doit être notifié soit par courrier recommandé avec accusé de réception, par acte d'huissier, ou sinon il doit être remis en main propre avec récépissé. Voilà, tout simplement. Voilà, Anastasia, donc pour pas quitter son appartement en location. Voilà, et ça lui laisse combien de temps à peu près? Si on était dans une zone non tendue, c'est exactement la même procédure, c'est juste qu'on aurait davantage de temps, c'est ça? Alors là, on n'est pas dans une zone tendue à Metz, donc en zone tendue, c'est 1 mois. Et sinon, ça revient au même. Voilà, et c'est toujours la même notification pour le congé, et peut-être que Anastasia, elle se trouve dans un autre cas qui peut réduire son préavis, parce qu'il y a d'autres cas qui sont prévus par la loi de 89, notamment un nouvel emploi, une mutation professionnelle, l'état de santé, etc. Et ça, il faut le justifier avec le préavis. Voilà. Un dernier conseil peut-être avant le préavis de rupture? Enfin, de départ. Il faut savoir que si Anastasia arrive à se mettre d'accord avec son propriétaire pour quitter avant le logement, si le logement il est reloué, elle n'a pas à s'acquitter des loyers et charges. Par contre, si le logement il n'est pas reloué, elle doit s'acquitter des loyers et charges jusqu'au terme du préavis. Eh bien voilà qui est noté tout simplement. Merci beaucoup. Merci maître Sarah Lassière. Merci à vous. Et puis vous tous qui nous écoutez, vous laissez vos messages et vous posez vos questions pareil au 0826 300 300. On y répond chaque samedi avec nos spécialistes. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Bon, maintenant qu'on a quitté notre précédent logement, on va isoler le prochain. Eh oui. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Le chantier du siècle éco-rénovation avec Bérénice de Villefloriot et Laurent Permas. Et tout à fait, on va parler des fraudes. Vous le savez, c'est sans doute le chantier du siècle. Donc on est vraiment ravis de vous en parler. Chaque semaine, vos questions sont posées, nous y répondons. Donc Laurent Permas est avec nous en ligne, directeur de Sofinco Éco Transition. Bonjour Laurent, comment allez-vous ? Bonjour Bérénice. Écoutez, en pleine forme oui, ce samedi. Vous avez l'air en tout cas, vous êtes matinal, ouais. C'est bien. Bon Laurent, cette semaine on parle de la baisse des fraudes. La ministre du Logement était plutôt incisive, on va dire, sur le sujet. L'État s'empare de ce sujet. Enfin, il faut protéger les ménages des fraudes. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? Ouais, c'est en fait un vrai sujet, notamment pour l'habitat et la rénovation énergétique, qui est le deuxième secteur le plus pourvoyeur en fait de signalements sur le site Signal Conso de fraude. C'est pour cela qu'à mi-mars en fait l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, a communiqué sur l'ampleur du phénomène, avec notamment plus de 44 000 dossiers en fait qui ont été frauduleux, qui ont été détectés en 2024. Notamment dans le cadre de la mise en place de MaPrimeRénov', cette aide de l'État. Donc il y a eu justement des décisions de prise, notamment par la ministre du Logement, Valérie Létard, et puis aussi avec le Sénat et l'Assemblée nationale qui en ont parlé. Alors justement, quelles sont les principales fraudes détectées ? Alors, classiquement, l'usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on sonne à votre porte, c'est l'État, c'est MaPrimeRénov', on vient vous donner une prime, vous n'avez rien à dépenser. Les demandes fictives d'aide qui viennent aussi derrière, et puis les travaux, ça c'est plus embêtant, les travaux non conformes avec le matériel installé qui est défectueux, pire. La société disparaît. Et donc, vous vous retrouvez avec des travaux au milieu de votre pièce. Sympa. Et de votre sans habitat. Pouvoir vous retourner contre qui que ce soit, oui. Ouais. Exactement, puisque la société a disparu, voire elle n'existe pas. Et puis en 2024, un dossier sur 10, parce que sur 2, ça serait dramatique, était fraudulé. Ah oui. Et les autorités ont réussi quand même, notamment avec le ministère des Finances et la DGCCRF, à éviter un peu plus de 240 millions de fraudes. Oui, ça fait quand même, rien que sur MaPrimeRénov', c'est énorme. Ça fait quand même 10% des dossiers. Alors d'un point de vue politique, quels sont les engagements pris ? Alors, le premier engagement, en fait, c'est avec notamment plus de contrôle, avec l'intervention de l'intelligence artificielle qui permet d'identifier de façon beaucoup plus forte. C'est avec l'ANA qui va poursuivre forcément des campagnes de communication. On voit qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est France Rénov' qui va continuer à accompagner gratuitement 600 points conseils sur toute la France, qui sont pas assez connus,
et qui sont neutres, puisque c'est l'État pour avoir des conseillers neutres, accessibles et pouvoir être accompagné à toutes les étapes de votre parcours. Et puis plus d'authenticité, notamment sur les RIB, la traçabilité des paiements, la conformité des travaux, pour là encore éviter des sociétés fictives. Et alors elles sont importantes, les sanctions, justement à ce niveau-là, est-ce que ça va changer ? C'est justement tout le travail des parlementaires qui a été posé par la ministre du Logement. C'est des délais de suspension qui sont beaucoup plus importants, notamment renouvelables, 3 mois, 6 mois, pour tout simplement les professionnels qui ne respectent pas en fait ces dispositifs. C'est des sanctions pour défaut d'immatriculation, là aussi, au registre national. Oui. C'est les pouvoirs d'enquête de la DGCCRF qui vont être étendue, notamment sur la publicité des sanctions. C'est-à-dire que là, on va nommer les structures pour dire celles-ci ont été sanctionnées parce qu'il y a eu un défaut de conseil, parce qu'il y a eu justement un non-respect des travaux. Et puis la suspension du label RGE. Ça, c'est important. Reconnu notamment garant de l'environnement. Voilà. C'est par cela qu'il faut passer. Exactement. Et c'est obligatoire. Et donc, c'est 6 mois renouvelables. Donc là, ça va être très impactant puisque vous ne pouvez plus utiliser, on le rappelle, c'est obligatoire d'avoir un professionnel RGE pour bénéficier de ma prime Rénov'. Merci beaucoup Laurent Permas, directeur de Sofaco Éco-Transition. Et je rappelle faites attention quand même sur ces fraudes, on en parle beaucoup, il y en a toujours beaucoup. Oui, exactement. Soyez prudents toujours. À bientôt Laurent. Merci à vous. Très bon samedi. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Allez, on termine cette émission comme chaque semaine, chaque samedi par le Tour de France. Des biens coup de cœur, vous nous emmenez où ce matin ? Alors aujourd'hui, je vous emmène à Chantilly dans l'Oise, parce que je sais que vous êtes gourmand et que vous aimez les châteaux. Il y a un très beau château, voilà. Il y a de la très bonne crème. Exactement. Et en plus, ceux qui aiment les courses hippiques, il y a tout ce qu'il faut. Exactement, c'est magnifique. Donc un très bel appartement que j'ai trouvé de 110 mètres carrés avec 5 pièces en plein centre-ville. Un appartement situé à 9 minutes à pied de la gare, donc c'est hyper bien situé. La gare vous emmène à Paris en 21 minutes de TER quand il y en a. Un appartement situé au 2e étage d'un petit immeuble. Il se compose d'un beau séjour, d'une cuisine, de 3 chambres, d'un bureau pour télétravailler, une salle de bain, une salle d'eau. Appartement en très bon état, muni de nombreux rangements, d'une cave et d'un parking en sous-sol. Et cerise sur le gâteau, le DPE est de le diagnostic de performance énergétique. Alors bon, D, ça n'a pas l'air terrible si c'est une bonne note quand même. C'est pas mal. Si, oui, voilà, quand j'avais D à l'école, je me faisais gronder, moi, personnellement. C'est vrai, c'est bien. Les temps ont changé, Jean-Marie. Voilà, le niveau a baissé. Ça aussi. Voilà. Simulation de financement pour acquérir ce bien, ma chère Bérénice. C'est un bien qui est proposé par l'agence Century 21 à 480 900 €, donc avec 20%, soit 96 000 €, un emprunt sur 25 ans à 3,5. Vous pouvez avoir des mensualités de 2002 €, mon cher Jean-Marie. Voilà, en tout cas, c'est un bien que vous retrouvez sur le site de Century 21. Deuxième bien coup de cœur. Vous partez où ? Comme on a reçu le président de Juno, Sébastien Cooper-Fils, forcément, j'ai pris un bien de luxe. On part à Montmartre, dans le 18e. Je vous fais rêver, au milieu des abesses, un appartement, une maison, en duplex, ouvert sur 2 espaces. Alors, Sébastien m'a dit qu'il était vraiment magnifique, 158 mètres carrés. La superficie, 160 mètres carrés au sol, rénové, un DPE-D aussi, diagnostic de performance énergétique. Donc j'ai la vue sur quoi ? Parce que je suis à Montmartre, donc je dois dominer la capitale, normalement. Sébastien, il y a la vue sur quoi ? Alors non, il n'y a pas la vue sur Paris, mais il y a la vue sur des petites terrasses extrêmement agréables. C'est merveilleux. Et c'est au calme, on entend les oiseaux, on est juste à côté du café d'Amélie Poulain, et on sort de chez soi, il y a tous les commerces des abesses. Ça valait le coup de le choisir, je pense que oui, normalement. Et la salle de bain est en marbre noir, Jean-Marie. Je sais que ça vous plaît, ça. Oui, évidemment, j'adore le marbre, bien entendu. 3 200 000 €, simulation de financement, là c'est très simple, il faut gagner à l'euro million, exactement. Donc allez jouer tout simplement. Et puis, si vous avez bien suivi d'ailleurs les actualités, cette semaine on a découvert que des Suisses avaient trouvé une combine pour gagner 2 millions € au loto à tous les coups quand ils grattaient. Ils ont pris toutes les combinaisons possibles et imaginables sur la loterie et ça a marché. Pour l'instant, a priori, c'était pas illégal. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot. Merci aussi à Laurent Permas qui nous écoutait, qui était en duplex ce matin. Merci à notre invité. Je rappelle que cette émission est à réécouter en quasi-direct à midi, mardi prochain sur Radio Imo. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur sudradio.fr ou encore sous la chaîne YouTube de Sud Radio. Je vous dis à samedi prochain, Bérénice. Oui, on sera avec Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Formidable. Et puis en plus, avec Sylvain Lévy-Valency qui fera son grand retour. On l'embrasse.
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.